Bonsoir, on a le plaisir de retrouver Olivier, puisque Olivier, comme il nous le racontait, a plusieurs axes dans son exploration humaine et astronomique à Nantes ici. Et tu vas donc aujourd'hui nous parler d'une aventure assez étonnante autour d'une association qui nous permet de redécouvrir des instruments très anciens qui sont actualisés et du coup qui permettent de démystifier un peu aussi les outils de compréhension de l'astronomie. Et même si l'informatique et les applications innovantes et technologiques sont extraordinaires, on a des outils très simples qui sont tout à fait fantastiques. Oui, alors on est effectivement sur le stand de Méridienne, donc, qui est une association que j'ai créée avec différents amis et chercheurs autour de la question de l'histoire de la navigation astronomique. Donc, c'est une association qui a 10 ans, en fait c'est 10 ans ce soir d'ailleurs. Bon anniversaire! Merci. Et qui est une association qui est dans le prolongement de tout ce travail de recherche que j'ai mené, qui a été ma thèse de doctorat sur l'histoire des observatoires astronomiques de la marine en France au XVIIIe et au XIXe siècle. Bon, on sait tous effectivement qu'avant le GPS, c'est-à-dire jusqu'à il y a une trentaine d'années seulement, donc c'est vraiment avant-hier, eh bien seule l'observation des astres pour l'essentiel permettait véritablement de naviguer sur les océans. S'orienter en fait, c'est ça pour les plus jeunes, de savoir dans quelle direction aller pour, si on voulait aller de Nantes à Porto, hein, au Portugal, de pouvoir avoir des repères, puisque en pleine nuit ou en plein océan, on n'a aucun repère et on ne peut pas savoir, à part une boussole qui donnait une direction sud, nord-est, ouest, d'être beaucoup plus précis que ça. Il fallait quand même bien plus de précision. Effectivement, il y a eu 3 révolutions importantes dans la navigation astronomique. Il y a une première révolution qui est vers le 11e, 12e siècle, on n'en est pas très très sûr, qui est une révolution qu'on a tendance à oublier, qui est celle de la boussole, comme tu le dis, du compas de marine, comme on dit progressivement ensuite plus tard chez les marins, qui est ce petit objet en plein de magie d'ailleurs, parce que jusqu'aux travaux de Gilbert, jusqu'au XVIIe siècle, on ne sait pas comment ça fonctionne véritablement. On n'en connaît pas le principe physique. Oui, un peu surnaturel, avec toute une superstition autour de cet instrument. On disait qu'il pouvait être perturbé par des masses métalliques, que les femmes pouvaient le perturber, cet instrument. Enfin, que des choses totalement invraisemblables, hein, bien entendu, surtout les masses métalliques. Mais en tout cas, cet instrument avait la possibilité, même lorsqu'on était en plein brouillard, qu'on n'avait absolument aucun repère, aucune ligne d'horizon visible, de savoir où était le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Enfin, tout au moins le nord magnétique, ce qui va pendant très longtemps poser quelques problèmes d'ailleurs. Donc c'est un instrument qui, naturellement, va apporter une véritable révolution dans l'art de la navigation. Il y a une deuxième révolution extrêmement importante qui va se produire dans la seconde partie du XVIIIe siècle, c'est l'introduction du chronomètre de marine, de la montre de marine, du garde-temps, comme on disait à cette époque-là. Car il faut imaginer que jusqu'au XVIIIe siècle, alors le XVIIIe siècle c'est avant-avant-hier hein, dans l'histoire de la navigation, c'est-à-dire sur l'essentiel de l'histoire de la navigation, eh bien les marins étaient capables de savoir à quelle latitude ils se trouvaient, c'est-à-dire sur quel parallèle. Les plus jeunes de l'école du futur, la latitude, qu'est-ce que Eh bien, c'est, en ils fait utilisaient par exemple cet instrument que Ouais. Christophe Colomb avait. Donc, c'est un instrument qui permet de pointer alors, principalement le soleil, mais on pouvait pointer l'étoile polaire aussi. La latitude, c'est à Nantes, on est à 47 degrés de latitude nord, c'est-à-dire qu'on est à 47 degrés au-dessus de l'équateur. Si on est au pôle nord, on est à 90 degrés. Si on est sur la ligne de l'équateur, on est à 0 degré. Donc c'est ce qu'on pourrait dire la hauteur par rapport à l'équateur. On se trouve de l'équateur. Donc ça, c'est L'équateur, donc c'est cette ligne qui sépare vraiment en deux de manière équilibrée la sphère terrestre. Absolument, notre planète. tout à fait. Ouais. On comprend bien que la ligne de l'équateur, cette ligne zéro par rapport à la latitude, cette ligne de l'équateur qui est indiscutable. Oui. Aucun homme politique, aucun empereur, aucun général aussi fou soit-il, jamais dans l'histoire on a contesté la présence de la ligne de l'équateur, qui est donc la ligne zéro, on va dire, par rapport à la latitude. Donc cette latitude, déterminer la latitude sur mer,
on va dire qu'on sait le faire depuis que l'homme navigue, on va dire, pour caricaturer. Voilà. Par contre, la longitude. La longitude, c'est à combien de degrés on se trouve à l'est ou à l'ouest d'un méridien de référence. Eh bien, ça, c'est une détermination dont on a été incapable d'appréhender jusqu'au XVIIIe siècle. Et la longitude, c'est à combien de degrés on se trouve d'un méridien de référence. Or, vous savez qu'aujourd'hui, le méridien de référence, c'est le méridien de Greenwich, qui passe donc en Angleterre. Mais ça, ce méridien zéro, il est contestable. À la différence... C'est un point de vue que certains ont choisi. Voilà, il y a de l'astronomie, il y a de la science, il y a surtout de géopolitique. Et si on a choisi en 1884, lors d'un congrès international à Washington, que le méridien zéro international, ce sera le méridien de Greenwich, c'est tout simplement parce que 3/4 du tonnage mondial maritime... Donc la flotte, en fait, les bateaux maritimes, les bateaux, étaient anglo-saxons. Donc, on va utiliser le méridien utilisé par la majorité des marins dans le monde. Mais imaginez qu'on ait été obligé de déterminer un méridien de référence en 1945. Oui. On peut imaginer que c'était alors celui de l'Observatoire naval de Washington. Oui. Faisons de la géopolitique à 3 sous. Imaginons que dans 50 ans, on soit obligé de déterminer finalement un nouveau méridien zéro. Ce sera peut-être celui de l'Observatoire de Shanghai. Oui. On comprend bien que c'est un petit peu flou, le méridien zéro, que c'est un choix arbitraire à un moment donné. Et donc, pendant des milliers d'années, les hommes ont été, les marins, incapables de déterminer une longitude en mer. Ce problème de la longitude, c'est ce que l'on a appelé le secret des longitudes. Et celui qui en découvrirait le secret, c'était la fortune, la gloire assurée. Et c'est effectivement dans ces conditions-là que Christophe Colomb et tant d'autres navigateurs, avant lui et après lui d'ailleurs, avait cette problématique, ce souci, on va dire, de savoir jusqu'où aller. C'est-à-dire quels sont mes repères et comment je sais à quelle hauteur est-ce que je suis pour des parcours qui pouvaient faire des fois des semaines, voire des mois. Traverser l'océan Atlantique, ça pouvait prendre des mois. Surtout si on ne savait pas comment s'orienter en fonction des conditions climatiques. Eh bien, est-ce que j'ai fait la moitié de mon parcours ou pas? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS. Et du coup, si on avait déjà épuisé toutes les réserves pour se nourrir, par exemple, on ne savait pas s'il fallait encore tenir une semaine ou un mois. Donc, Christophe Colomb, il avait plusieurs boussoles. Donc il savait qu'il allait vers l'ouest. Donc son idée, c'est d'aller vers les Indes, comme on disait, hein, les Indes. Et puis il avait ça qui lui permettait de garder... Comment ça s'appelle cet outil? L'astrolabe. Voilà. Ça permet, vous avez une alidade, ça permet de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. Donc il savait sur quelle latitude, et son idée, je vais aller jusqu'aux Indes par l'ouest, alors que jusqu'à présent on y allait par l'est. Et lorsqu'il arrive sur des terres qu'il va penser être le Japon, en réalité il arrive à Cuba. Vous imaginez l'erreur de longitude entre Cuba et le Japon. Alors la forme ressemble un petit peu et on peut imaginer que peut-être que jusqu'à la fin de sa vie, Christophe Colomb a été persuadé que c'était bien le Japon vers lequel il est arrivé. Et d'ailleurs, ce nouveau continent que finalement il n'a pas découvert, parce qu'il y arrive, mais il ne va pas avoir la conscience qu'il a découvert un continent. La preuve, c'est qu'il ne porte pas son nom. C'est un petit pays qui s'appelle la Colombie, qui est dédié à Christophe Colomb. Et celui qui va comprendre qu'il s'agit véritablement d'un nouveau continent, que c'est une terre en réalité qui est située entre l'Asie et puis l'Europe, c'est un autre navigateur, Amerigo Vespucci, qui va donner son prénom Amerigo à l'Amérique. Donc du coup, c'est extraordinaire parce que non seulement tu nous fais voyager dans le temps, dans le passé, mais également dans la façon dont les hommes et les femmes à cette époque-là pouvaient comprendre, ou pas d'ailleurs, en fait, notre propre terre. Et ces enjeux-là, on les a encore aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement sur Terre, on a à peu près des outils assez pointus aujourd'hui pour pouvoir naviguer, que ce soit dans les rues d'une ville, sur un bateau ou dans des avions pour aller ici ou là de manière très précise. Mais on retrouve ces mêmes enjeux, par contre, dans l'espace astronomique. C'est-à-dire rien que dans l'univers proche qu'est notre système solaire, bien qu'on sache calculer les choses et qu'on sache voyager d'une planète à l'autre avec les différentes sondes ou les rovers pour aller sur Mars par exemple, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas, il y a encore des choses qui restent à découvrir, il y a encore des problèmes de navigation aujourd'hui.
Donc quels sont un peu les enjeux et comment le fait de justement d'apprendre à les plus jeunes ou pour des gens comme nous, aux plus âgés, ces fondamentaux-là, à quoi ça sert en fait? C'est un peu ça la question que j'allais te poser. Ce que nous ont demandé les enfants qui sont venus ces jours-ci. Euh, la- L'histoire nous apprend qu'il faut toujours avoir un sens critique sur les données que nous obtenons à partir des instruments que nous construisons. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tout au long de l'histoire. Même dans notre époque actuelle, plus que jamais avec le GPS. Dans ma thèse de doctorat, j'ai retrouvé des documents dans les années 1860. Une nouvelle génération de capitaines, d'officiers de marine qui ont maintenant des chronomètres de marine, donc des instruments, on va dire l'ancêtre du GPS, qui avec le sextant, donc on connaît tous le sextant, le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin avec le trésor de Rackham le Rouge qui mesure la hauteur du soleil, et puis rapporté avec la donnée temporelle que nous donne le chronomètre qui était embarqué de bord du navire, il avait la méthode de la longitude. Jusque dans les années 1860, les générations de capitaines au long cours faisaient toujours les méthodes aussi à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient les données que donnaient ces nouveaux instruments qui étaient de très haute technologie à l'époque, le sextant, le chronomètre de marine, avec d'autres méthodes pour être sûr que ça fonctionnait bien. Et puis il y a une nouvelle génération, dans les années 1860, les trucs des anciens, ça va bien, c'est ringard, nous on utilise des instruments qui fonctionnent bien, etc. Et on a une recrudescence d'accidents et d'erreurs. Ouais. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu avais le chronomètre qui avait été mal réglé, qui s'est déréglé, etc. Et qui avait l'officier de marine, le jeune officier de marine, qui avait une confiance aveugle sur son instrument, et il se plante. Mais il se plante, ce que n'aurait jamais fait un ancien sur un récif, etc. Il va y avoir des morts, etc. Et pas parce qu'il est ancien, simplement parce qu'effectivement, il a deux outils et deux façons de calculer, et que du coup, il s'assure que ce qu'il a trouvé avec un instrument, c'est la même chose avec l'autre, et on peut d'ailleurs avec ça avoir plus de précision. En recoupant les informations, en les mettant en concordance, comme l'on dit. Et du coup, c'est une technique effectivement qu'on utilise aujourd'hui. Par exemple, quand on construit un ascenseur, on a 7 fois la capacité de charge. Oui. Donc on prend de la marge. Oui. Et dans le domaine de l'astrophysique et de la navigation dans l'espace, c'est également le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de carburant que ce dont on a besoin normalement. Parce que s'il y a besoin de corriger, de s'adapter à un contexte qu'on n'aurait pas prévu, surtout quand on fait des longs voyages, eh bien, il faut pouvoir faire ça. Donc c'est un peu cet état d'esprit que tu décris en fait. Et du coup, l'utilisation d'outils combinés ou d'outils à la fois simples comme d'outils très évolués. Oui, oui. Et le parallèle que je voulais faire aussi, effectivement, c'est avec l'utilisation du GPS. Vous allez à l'école de la marine, marchande de Nantes ou n'importe quelle école de la marine. Aujourd'hui, les professeurs d'école de la marine qui enseignent des futurs officiers de la marine leur expliquent: ayez toujours un sens critique sur l'information donnée par votre GPS. Allez sur la passerelle, regardez avec vos yeux et on a une liste. Alors, il n'y en a pas tant que ça, il ne faut pas exagérer, mais il y a des accidents mémorables. On en a tous entendu parler à un moment donné à la radio, à la télé, où on voit un supertanker, un pétrolier, un porte-conteneur qui se plante à un moment donné alors qu'il faisait beau, il n'y avait pas une tempête, etc. Parce qu'à un moment donné, le pilote, l'officier, il était fixé sur son GPS alors qu'à la limite, il lui suffisait de regarder à un moment donné. Il y a cette aventure de ce porte-conteneur qui s'est planté il y a quelques années sur la Manche, sur un banc de sable. Il suffisait de regarder, en fait. Mais non, il était sur le GPS. C'est pas si courant que cela, mais on voit que dans l'histoire, il y a parfois l'histoire qui se répète. Et cette introduction du chronomètre de marine dans les années 1860, et puis tout d'un coup, une jeune génération qui ne connaît que cela. Accident, et pareil avec le GPS au jour d'aujourd'hui. Donc du coup, ça veut dire que ça a changé quand même dans la façon d'apprendre, dans la façon de naviguer. Les gens sont formés justement à cette vision un peu plus large. C'est-à-dire que on fait confiance qu'à un seul instrument et on navigue qu'avec un seul outil. On essaie d'avoir plusieurs outils, de vérifier son information. Dans les années 1800, on va dire jusqu'en les années, je pense 1860, même probablement au-delà, dans les écoles de la marine, on apprenait parallèlement pour déterminer la longitude ce qu'on appelait la méthode avec le chronomètre et le sextant, et puis ce qu'on appelait la méthode des distances lunaires, qui était une méthode purement astronomique.
astronomique où on se servait de la Lune pour déterminer un temps, on va dire, universel. C'est une méthode assez complexe qui demande beaucoup de calculs, des observations assez compliquées. Et ces deux méthodes étaient normalement utilisées en parallèle par les navigateurs. Et c'est à partir des années 1860 où on continue toujours à faire apprendre aux futurs officiers la méthode des distances lunaires, mais à un moment donné, le truc au grand-papa, ça va bien. Ouais. Et là, on a la même chose dans les écoles de la marine avec le GPS et puis le chronomètre et le sextant. Alors il y a 20 ans, le chronomètre et le sextant, il y avait un temps d'apprentissage extrêmement important, puis qui se réduit comme une peau de chagrin, Alors les officiers de marine aujourd'hui encore, ils apprennent toujours à utiliser le sextant et le chronomètre de marine, sauf que si vous n'appliquez pas régulièrement ces méthodes, évidemment, 10 ans plus tard, quand vous vous retrouvez dans une situation à les utiliser, vous ne savez plus comment les utiliser. Donc c'est marrant, il y a vraiment un parallèle à un siècle, 150 ans d'écart sur une technique qui remplace une autre avec une période un petit peu intermédiaire, on va dire. Oui, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que, comme dans d'autres disciplines, les outils évoluent. À la fois, ils se chargent de technologie, ce qui apporte du confort, du temps réel, comme on dit, c'est-à-dire l'information au moment permanent et on en a besoin, sans délai de calcul, etc. Mais il y a aussi une fragilité. Donc il faut améliorer les systèmes, réaliser des mesures comparatives, ce qu'on appelle les systèmes redondants. Donc c'est ce qu'on fait dans les ateliers de découverte en électronique, en robotique, dans la région, sur les observatoires naturels typiquement, où on va installer des systèmes de mesure, et la mesure on va la faire avec un thermomètre traditionnel au mercure et avec des appareils électroniques qui vont être 10 fois ou 100 fois plus précis, mais on va pouvoir comparer l'une et l'autre, et on va même la comparer à la mesure de Météo France qui dispense ces informations sur Internet. Et on va la partager avec des jeunes qui sont à Madagascar ou en zone polaire, par exemple dans le nord de l'Europe ou dans la montagne des Pyrénées. Donc pour l'école du futur qui se trouve en Midi-Pyrénées. Donc voilà, c'est aussi cette idée-là, et du coup de croiser l'information, et c'est aussi en croisant l'information et du coup en ayant une vision qui n'est pas dans un seul moment, à un seul lieu, qu'on peut comprendre des phénomènes complexes comme les changements climatiques. Ou en tout cas aborder et toucher du doigt avec les moyens qu'on a qui sont pas modestes. On a quand même des outils assez incroyables aujourd'hui et l'internet pour véhiculer tout ça et pouvoir se dire s'il y a un phénomène climatique ou s'il y a telle situation de changement, ici on peut l'expliquer parce qu'il se passe quelque chose ailleurs. Donc c'est cette démarche-là, comme on le fait en astrophysique ou en astronomie, pour expliquer certains phénomènes qui restaient mystérieux, voire inexpliqués jusque-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer qui, pour toi, a un sens particulier dans l'histoire des instruments, dans leur côté original ou inventif sachant que c'est un croisement entre plein de cultures, en fait, tout cela. Difficile à dire. Là, on a l'instrument, par exemple, ici, qui probablement a été un petit peu l'équivalent de ce que représente le sextant. C'est vrai qu'on imagine toujours le capitaine au long cours avec son sextant, peut-être moins maintenant, effectivement, ouais. Mais dans les bandes dessinées, dans les films d'aventure, etc. Le sextant a été vraiment l'instrument symbole du capitaine au long cours pendant plus de 2 siècles, très certainement, ouais. Outil de navigation par excellence. Eh bien, avant le sextant, pendant plusieurs siècles, c'est vrai que pendant 2 siècles, peut-être, le bâton de Jacob, appelé aussi l'arbalestrie, a été un instrument aussi important, symboliquement, que quasiment tout capitaine, tout officier de marine avait probablement du XVIe siècle jusqu'à l'aube du XIXe siècle. On sait qu'un instrument de ce type était encore vendu à Nantes chez les fournisseurs de la marine en 1800. Voilà. Alors, ça fonctionnait comment donc, alors, le principe, c'est que vous avez tout d'abord ce qu'on appelle une règle, on appelle ça aussi une verge. Une règle qui a 4 côtés, qui a des mesures, si vous les voyez, qui sont toutes différentes selon la face que nous regardons. On voit bien que les mesures sont toutes différentes. Et puis, si on regarde ici un des
comment on appelle ça, une des extrémités de la règle, on voit qu'on a des petits symboles. Alors on aurait pu mettre des numéros 1, 2, 3, 4. On a mis ici des symboles, lune, étoile, etc. C'est juste un symbole. Voilà. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des marteaux. Alors il y en a 4. Il y a des marteaux, des petits. Il y en a ici un moyen, il y en a un plus grand. Je vais prendre ici le moyen. Alors le principe, c'est qu'on va utiliser par exemple ce marteau que je choisis de manière arbitraire, pas si arbitraire que cela, et je vais le faire coïncider avec la face qui a le même symbole qui est dessiné ici. Voilà, ça aurait pu être un numéro. Voilà. Ça veut dire que la mesure que je vais mesurer, c'est celle qui est en l'occurrence située ici. Et puis ensuite, je suis sur le pont de mon navire. Alors, le navire bouge dans tous les sens, il y a de la tempête, donc je suis à l'endroit du bateau où ça bouge le moins, c'est-à-dire contre le grand mât. Donc là, je suis contre le grand mât, debout bien entendu, et je mets l'arbalèstré du bâton de Jacob contre mon sourcil, cette extrémité qui est ici. En faisant bien attention que durant les mouvements du navire, je ne me prenne pas à un moment donné le bâton de Jacob dans l'œil, ce qui explique qu'un certain nombre de capitaines dans nos cours autrefois avaient un œil en moins. Voilà, c'est une blague, bien entendu. Voilà. Je fais beaucoup de blagues de temps en temps. Voilà. Donc vous mettez le bâton de Jacob comme ceci, et vous allez par exemple pointer l'étoile polaire, par exemple. Alors le soleil s'est couché il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. On est dans ce qu'on appelle le crépuscule nautique. Donc il y a encore suffisamment de lueur crépusculaire pour que la ligne d'horizon soit visible, mais les étoiles les plus lumineuses sont visibles, ce qu'on appelle le crépuscule nautique. Donc je me mets face à l'étoile polaire, on va dire l'étoile polaire par exemple, et je vais faire coulisser mon marteau de telle manière qu'à un moment donné, je vais pouvoir mettre la ligne d'horizon ici et mon étoile polaire sur le bord ici. Alors on comprend bien que si l'étoile polaire est plus basse, je vais aller ici. Si l'étoile polaire est plus haute, je vais régler ici. Et quand j'ai ma mesure, je regarde tout simplement le chiffre qui est indiqué sur... et ce chiffre, il dit quoi alors du coup? Donc c'est l'angle, la hauteur en degrés de l'étoile polaire au-dessus de l'horizon. Donc par exemple, j'ai pointé l'étoile polaire, à Nantes, je vais avoir une étoile polaire qui est à 47 degrés de latitude, de hauteur, ce qui indique ma latitude, c'est-à-dire ça indique à combien de degrés je me trouve de l'équateur. Vous voyez que vous avez une relation directe entre la hauteur d'étoile polaire et la latitude auquel vous vous trouvez sur Terre. C'est super, donc ça c'est magique même. C'est magique, dire. voilà. Simple, mathématique et magique. Et pas cher. Un instrument clair. Comme cela. C'est deux morceaux de bois qui sont quand même Alors travaillés. Il faut que c'est un très beau travail. Précis, C'était souvent du bois d'ébène. Enfin voilà, c'est un travail extrêmement rigoureux, mais ça fait un instrument néanmoins pas cher. Il faut imaginer qu'un sextant c'est au moins 10 fois plus cher, voire même plus. Un sextant c'est le salaire annuel d'un capitaine de long cours. Ça c'est le salaire mensuel, quoi. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans le même rapport de prix. Ce qui explique que même si le sextant ou l'octant son hybride a été inventé et commencé à mettre en place dans la navigation des années 1750 à peu près, et bien pendant un demi-siècle, vous avez beaucoup de capitaines qui continuent à avoir cela parce que le prix, le coût, voilà. Très bien. Merci pour cette petite introduction à de grandes découvertes qui ont permis d'explorer notre propre planète. Et aujourd'hui, donc d'autres personnes travaillent sur ces questions-là pour explorer les planètes qui sont dans notre système solaire et bien sûr en particulier toutes celles qui sont à l'extérieur, ce qu'on appelle les exoplanètes, donc on espère trouver de la vie et peut-être d'autres formes d'intelligence et peut-être d'autres êtres qui souhaitent aussi mieux comprendre ce qui peut exister au-delà d'eux, parce que il est bien important de s'occuper de soi et de notre planète, c'est un enjeu même crucial aujourd'hui, mais de comprendre aussi ce qui peut se passer dans notre système solaire ou au-delà nous permettra certainement de nous apporter un horizon un peu plus vaste et peut-être un peu plus d'humilité et de respect pour chacun. Merci beaucoup Olivier, au plaisir et bon anniversaire donc à Méridienne, à l'association nantaise. À bientôt.